Mon père était ouvrier dans une usine qui tournait 24 heures sur 24 et qu'on voyait depuis notre fenêtre. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Le boulot de mon père, c'était vraiment du travail à la chaîne, où il devait remplir des sacs de silice, une matière première pour différents types de produits. Les horaires, c'était du 3-8, c'est-à-dire qu'il faisait 2 matins, 2 après-midi, 3 nuits, puis 2 à 3 jours de repos. Donc 8 heures de travail pendant 7 jours d'affilée. Bref, il travaillait 56 heures avant d'avoir du repos. Travailler toute la nuit, ça voulait dire dormir le matin autant que possible. C'est pourquoi, je me souviens bien, avec mes frères et sœurs, on devait rester cloîtrés toute la matinée, dans la chambre la plus éloignée pour pas réveiller mon père. Sauf qu'à un moment, je m'étais disputé avec mon grand frère. Et pour bouder ou faire mon rebelle, je sais pas, je suis sorti de la chambre et je me suis caché sous la table du salon. Ma mère, qui était tranquille à faire du ménage, elle n'avait pas du tout remarqué ma présence. J'ai eu la peur de ma vie à braver cette règle qu'il fallait pas sortir de la chambre tant que mon père dormait. Je savais que mon père était ouvrier, mais je l'avais jamais vu à l'œuvre. Pendant le mois de Ramadan, une fois, j'ai dû me rendre à l'usine pour lui remettre son repas. Et j'avais été surpris de le voir comme ça. En fait, je l'avais pas reconnu d'ailleurs. Il était en bleu de travail, avec un casque et des lunettes de sécurité. Ça me donnait le sentiment que mon père faisait un métier encore plus dévalorisé que je le pensais déjà. Dans le quartier où la situation de mère au foyer était la règle, ce qui était déjà un vrai travail en soi, certaines d'entre elles commençaient petit à petit à proposer leurs services dans les quartiers aisés. Ma mère avait suivi un peu ce mouvement, qui commençait d'abord par l'obtention du permis de conduire pour être libre de se déplacer et travailler de maison en maison. En étant analphabète, elle a vraiment galéré pour obtenir le permis. Mais voilà, une fois que c'était fait, je lui avais réalisé des petites annonces que je distribuais dans les boîtes aux lettres de grandes maisons sans y croire une seconde. Et pourtant, ça a un peu marché. Elle a pu travailler ici et là quelques heures pour faire du repassage. Elle qui avait la manie de repasser absolument tout, slip, chaussettes, tout y passait. Elle faisait aussi des heures de ménage, un peu comme toutes les mères dans le quartier, dont une en particulier qui faisait du ménage dans des entreprises. Je me souviens qu'elle enchaînait tellement de boîtes différentes dans la même journée qu'une fois, alors qu'elle était loin d'avoir fini son travail dans une boîte, elle a dû solliciter son fils pour qu'il la remplace dans une autre entreprise. Je l'avais aidé à ce moment-là pour que le ménage soit fait plus rapidement. Sauf que c'était dans un vieil atelier, délabré. On avait beau passer la serpillière, on voyait pas la différence. Difficile de savoir qu'est-ce qui relève d'un besoin de rénovation, jusqu'à quel point on devait nettoyer. Pour ma part, j'ai été téléprospecteur pour une banque où on était sous pression parce qu'on appelait des gens au hasard, n'importe qui en France, pour les convaincre de fixer un rendez-vous avec un conseiller bancaire. Je me souviens bien qu'on jouait tous un rôle en quelque sorte, puisque tous les hommes, on devait se présenter sous le nom de Olivier Caron, et les filles, Sophie Dulac. Il fallait donc accepter l'effacement total de notre identité, nos origines, maghrébines ou pas. L'objectif quand même, c'était de réussir à obtenir 3 rendez-vous par jour. À défaut, notre contrat n'était pas renouvelé. Je précise que c'était des petits contrats de courte durée qui s'enchaînaient. Un jour, j'avais obtenu 2 rendez-vous. Il me manquait un 3e rendez-vous pour que mon contrat soit prolongé d'1 semaine. C'était la fin de journée. Il me restait plus que 10 minutes pour obtenir le dernier rendez-vous qui me manquait. À chaque appel qui se faisait automatiquement, l'identité du prospect apparaissait à l'écran. Et les gens qui se faisaient appeler se trouvaient aux 4 coins de la France. Sauf que là, gros hasard, la personne que je suis en train d'appeler, je la connais. C'est une mère de famille du quartier. Alors je me présente. Bonsoir, Olivier Caron de la banque machin. Et là elle me dit, oh je suis morte, j'ai travaillé, j'ai fait le ménage toute la journée, je suis KO. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur? Je m'étais dit, soit j'arrive à la convaincre de prendre un rendez-vous avec la banque et j'ai rempli mon quota de 3 rendez-vous et je suis donc prolongé dans la boîte, soit je renonce parce que je la connais et que ça me fait mal au cœur de lui faire prendre ce rendez-vous. En gros, soit c'est moi, soit c'est elle. Le problème, c'est que c'est la fin de journée, c'est mon dernier appel. Qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis souvenu que son fils, encore un hasard énorme, son fils était directeur d'une agence bancaire concurrente. Bingo, je vais la convaincre de prendre un rendez-vous avec la banque et de se présenter avec son fils. Alors bien sûr, j'ai fait mine que je connaissais rien d'elle. Vous avez un fils qui pourrait vous accompagner au rendez-vous à la banque? Et là, elle me dit, eh ben oui, j'ai un fils qui travaille d'ailleurs dans une banque comme vous. Oui, comme moi, il y a juste une différence de niveau de poste entre nous. J'avais donc obtenu ce 3e rendez-vous et donc j'ai été renouvelé. Et là, je m'étais dit, bon sang, quel boulot. J'étais en train d'ennuyer les gens à toute heure et qui n'avaient rien demandé. C'était d'une certaine manière du travail à la chaîne, comme nos pères faisaient. Quand j'échangeais avec les collègues au centre d'appel, ils me disaient tous la même chose. Non mais moi j'ai un master, moi je suis ingénieur. Je suis là, c'est juste de manière temporaire. Le temps de trouver un boulot qui correspond à mes études, quoi. Tous ces gens
Leïla, Jamel, Karim, ils me faisaient penser aux rescapés du quartier qui avaient réussi à faire des études, mais qui n'ont pas forcément réussi à trouver job à leurs pieds. D'autres s'en sont sortis, mais on peut pas dire, comme je l'entends souvent, si certains y arrivent, n'importe qui peut y arriver. Si on veut, on peut. C'est plus compliqué que ça. On peut pas dire, puisque moi je suis en bonne santé, donc tout le monde peut l'être. Si un tel a un cancer, c'est qu'il l'a bien cherché. Il faut prendre en considération tous les facteurs qui favorisent ou non une trajectoire personnelle. Les gens qui réussissent économiquement ont d'abord rencontré des bonnes personnes au bon moment de leur vie. Ils ont pu bénéficier d'un savoir ou une petite opportunité qui en a engendré une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine ? Rendez-vous demain